L'inceste, phénomène pernicieux qui déchire en silence les familles à travers le monde. Le mal serait plus favorisé à nos jours par les réseaux sociaux. Même si l'inceste est peu parlé, il n'existe pas de culture sans débat sur le phénomène. Mais dans notre monde aujourd'hui, plus que refermé sur lui-même, où les sujets liés au sexe sont tabous, on en parle le moins possible. Face aux dégâts causés par l'inceste, faut-il toujours garder silence? En attendant de trouver une réponse appropriée, votre émission fait une incursion dans l'univers d'un tabou les plus tenaces de notre société, fait de société. En effet, comment prévenir l'inceste, c'est bien sûr le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Dr Raoul Satondji. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci. En face de vous, c'est un sociologue de la société également, pour me répéter ainsi, sociologue et maître spirituel Bobos Adoron. Merci d'être là. Merci mon frère. Alors, Dr Raoul Satondji, il y a ce rapport commandité par un institut en France, l'inceste, qui n'épargne aucune classe sociale, comme en témoigne donc ici le sondage Harris Interactive pour l'Association internationale des victimes de l'inceste, rendu public en 2015. Et tenez-vous bien, 4 millions de Français sont ou ont été victimes d'inceste. 2 enfants par classe en moyenne endurent ce crime familial à huis clos. Seulement 10% des victimes se décident à faire éclater la vérité et à porter plainte contre le parent qui les a abusés. La quasi-totalité des victimes ne dévoilent jamais leurs terribles secrets. 2% d'entre elles obtiennent réparation par une condamnation. Cette épreuve est traversée la plupart du temps par presque toutes les couches de la société. Je vais parler d'hommes et de femmes. Alors, quand vous avez ces chiffres qui entourent le phénomène et pourtant on en parle très peu, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Il y a bien sûr beaucoup de facteurs, mais avant, c'est une faveur ou une opportunité que vous donnez de discuter vraiment d'un sujet qui est objet de secrets de famille et aussi objet de beaucoup de souffrances psychologiques de la part des victimes et d'une certaine manière de l'exercice par ceux qui la pratiquent. Et donc c'est un sujet dont il faut en parler régulièrement pour pouvoir attirer l'attention non seulement sur les problèmes que cela cause non seulement aux victimes, mais sur d'autres problèmes que cela pourrait engendrer. Et tel qu'il est décrit, le tableau il est clair. Et de nombreuses personnes en souffrent. Mais dans notre contexte africain, il est bien difficile de pouvoir en parler. Et donc les victimes se réservent de ne pas le dire. Ou bien la personne à qui ils se confient ne souhaite pas que cela soit porté au grand public ou devant les tribunaux, ou en tout cas devant les personnes capables d'aider non seulement à résorber la souffrance de celui qui est victime, et aussi de mettre un frein au phénomène. Donc il s'agit d'un sujet qui, de mon point de vue, devrait être considéré comme un sujet d'actualité, parce que les victimes ont de nombreuses souffrances, de nombreuses séquelles. Et même s'ils arrivent à s'en sortir, leur vécu n'est plus le même. Leur vie de relation n'est plus le même. Mais cela dit, il faut aller aux origines. Comment ce phénomène arrive à surgir, ou au sein d'une relation intime ordinaire, et que chaque proche ou chaque personne que nous appelons intime devrait pouvoir avoir. Comment ça se fait que des parents qui ont un même lien de sang arrivent donc à la génitalité, donc à des rapports sexuels forcés, et d'autres sont volontaires. Et donc, il faut pouvoir faire la part des choses pour envisager les possibilités. On va arriver à cet aspect dès tout à l'heure. Est-ce qu'un enfant peut consentir à une relation intime? De toutes les façons, vous aurez donc le temps d'apporter les précisions en tant que psychologue. Bobos Adoron, vous êtes dans la société, au cœur même de cette société, parce que vous êtes maître spirituel. Il y a beaucoup d'interdits à ce niveau-là également. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du sexe avec les enfants, histoire donc de leur faire appréhender le bienfait ou tout ce qui est effet négatif à cet effet-là, et constituer également, fait donc du moins l'inceste un fait tabou alors que ça ruine les familles? Merci bien. Ce qui est normal, c'est qu'on doit parler du sexe avec les enfants lorsqu'ils atteignent un niveau d'âge donné, un niveau de conscience donné. Malheureusement, par rapport à notre société et peut-être toutes les sociétés du monde, on se dit le plus grand sacré, c'est le sexe.
lorsque vous voyez tout ce qui est sacré, c'est le sexe féminin d'ailleurs qui est le plus sacré. Et raison pour laquelle vous pouvez même rentrer dans un marché, même une femme qui voit une autre femme qui tend à montrer sa nudité, celle-ci va regarder ça. Parce que nous sommes un animal curieux, et lorsque le sacré commence par être dévoilé, tout le monde se donne à ça. Ce qui fait que on ne veut pas, ou tout ce qui compose notre être ne nous pousse pas forcément à parler du sexe avec les enfants ou avec des enfants qui auraient atteint un âge, une conscience donnée. Mais si on le fait avec les règles de l'art, comme ça se faisait dans l'ancien temps, je crois que ça va corriger un certain nombre de choses. Malheureusement, nous sommes en train de vivre des choses qui ne vont pas maintenir la société. Qui ne vont pas maintenir la société, c'est entre autres l'inceste. Comment un enfant qui est un être fragile, que vous êtes appelé à protéger, et d'ailleurs que vous avez protégé depuis sa conception jusqu'à sa naissance, vous arrivez à entretenir des rapports sexuels avec cet enfant? Vous savez, il y a ce qu'on appelle les vices de l'homme. Il y a des gens qui sont animés par la dimension profonde de l'animosité. C'est-à-dire quoi? On n'est pas encore, toutes les âmes ne sont pas encore suffisamment sorties du règne animal. Bien sûr qu'on dit que l'homme est un animal réfléchi, mais nous sommes quand même dans l'humanité. Nous pouvons réfléchir, nous pouvons dépasser un certain nombre de choses. Et quand vous voyez les religions importées, la Bible a interdit l'inceste, le Coran a interdit l'inceste, et la tradition a plus même interdit l'inceste. Et vous savez bien comment, lorsqu'on va à l'inceste, comment la punition arrive. Et la punition dans l'ancien temps est suffisamment grande. Et je crois même que c'est cette punition qui doit désormais être dans la balance pour qu'on évite un certain nombre de choses. Sinon, progressivement, on risque d'arriver à une dimension de la nature où celle-ci sera détruite. Vous avez parlé, Dr Raoul Satondji, de remonter donc aux origines du phénomène. Comment est-ce que vous l'expliquez au plan scientifique? Au plan scientifique, il faut expliquer que le vécu de la sexualité est différente. Et par exemple, lorsque vous avez votre enfant à partir donc d'un certain âge, donc à partir déjà de 3 ans, de 3 ans jusqu'à 5 ans, voire un peu plus 6 ans, l'enfant commence par exprimer sa sexualité. Lorsqu'il y a une différence, il y a un petit garçon et une petite fille, cela s'observe tout naturellement. Et les enfants sont déjà poussés vers cette curiosité-là. Et donc, il appartient au père et à la mère, donc, de les encadrer, de les accompagner pour qu'à la fin de cette étape, l'enfant puisse s'identifier aux parents du même sexe. Donc, si c'est une fille, elle devrait pouvoir s'identifier à sa mère. Si c'est un petit garçon, il devrait pouvoir s'identifier à son père. Ça, c'est une première étape. Ensuite, quand l'enfant évolue, au moment de l'apparition des caractères sexuels primaires, ce qu'il y a lieu de faire remarquer, c'est que certains parents, notamment les pères ont certaines tendances et ont certains penchants sexuels. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a certains qui ont des penchants sexuels pour des enfants, donc des pédophiles, qui sont des pédophiles. Il y a certains qui ont des penchants sexuels pour des personnes âgées. Et donc, dans l'expression de leurs penchants sexuels, quand ils voient le caractère sexuel de leur enfant se développer, et donc la jeune fille qui commence par sortir les seins, qui commence par avoir la posture d'une jeune femme qui commence par devenir mature, à partir donc de 9 ans, 11 ans, 13 ans, beaucoup plus précisément, jusqu'à l'âge de 18 ans, ce parent qui a déjà cette tendance commence à avoir des penchants pour son enfant. Mais pour qu'il n'y ait pas ce penchant, il y a un certain nombre d'aménagements au niveau de la cellule familiale qu'il faut avoir. Il n'est pas bon, par exemple, qu'à partir d'un certain âge, le père et la mère commencent par être dans la même chambre, ou aller dans les mêmes toilettes ou au même moment avec les enfants. Et donc, dans cette expression, quand il commence à avoir ce penchant, vous savez que le sexe est une question de pulsion. C'est une question de pulsion. On parle de pulsion pour que les gens et les téléspectateurs nous comprennent simplement. C'est comme une force qui vous pousse à agir et en même temps, elle possède un mécanisme de censure. Quelque chose vous dit, et ça c'est l'interdit. L'interdit vous dit, on n'y va pas, et l'autre chose vous dit, on y va. Et quand la pulsion qui vous dit, il faut y aller plus forte, vous constatez que vous êtes engagé déjà dans l'acte. Et partant de là, vous commettez souvent cet acte-là à coup de menace, parce que vous savez que ce n'est pas bon. Donc vous menacez, par exemple, l'enfant. Or, le vrai problème, c'est que l'enfant n'est ni mûr psychologiquement, ni mûr physiologiquement,
pour de tels types de rapports sexuels. Et tant que le parent ne comprend pas cela, il met l'enfant, bien évidemment, sinon la victime, dans une situation de traumatisme. Ça, c'est la relation avec les parents. Et souvent, les mères sont bien impuissantes parce que dans la cellule familiale, c'est le père qui est l'autorité, celui qui pourvoit à tous les besoins de la famille, quand je prends dans notre contexte, et dans notre contexte africain. La mère subit également des menaces. Et cette situation, elle la vit autrement. Comment pourrais-je l'interpréter? À qui pourrais-je le dire pour qu'on me comprenne? On va en arriver tout à l'heure aux différentes conséquences. Monsieur Boubous, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Au niveau donc de l'Afrique, la tradition l'interdit beaucoup plus au-delà donc du Coran et de la Bible. Et vous estimez même que s'il faille faire recours à l'ancienne tradition avec les sanctions que cela comporte, il faut le faire pour redresser la société. Alors quelles sont les implications sociales entre-temps si on commettait ce genre de forfait? Dans notre société aussi, c'est plus dans notre panthéon, lorsque c'est le père qui est allé vers sa fille, tout ce qu'il a fait d'abord, la chose est tellement punie que même si ce n'est pas révélé, il y a des symptômes, il y a des choses qui arrivent à la nature. Dans l'ancien temps, la pluie peut cesser, la pluie ne tombe plus. Certaines femmes qui vont à l'accouchement meurent dans la couche. Et tout cela amène les sages à aller à une consultation. Et on déclare que voilà, des choses comme ça se font dans le secret. Et il faut purifier la société. Et donc, il y a des pratiques de purification de la société. Au-delà de ça, lorsque le parent ou le père qui allait vers sa fille, on constate cet état de choses, d'abord, on amène ce monsieur au marché, l'huile sur la tête, saupoudré de la cendre, avec des chansons autour, rameaux au cou, et on le frappe. On le frappe et il dépense énormément, il paye des béliers de moutons, de chèvres, de poulets, et on immole pour dire que désormais, en réalité, on fait tout cela pour amener les autres à ne plus aller vers un tel acte. Et comme ça corrige un peu cette situation. Et mon frère vient de dire tout ça, que ça corrige cette punition. Parce que lorsque vous désirez votre propre fille, et en même temps la chose dit n'y va pas, et une autre chose peut dire la punition sera sévère lorsqu'on te prend la main dans le sac. Je crois que la troisième chose qui dit tu peux aller quand même en cachette sera un peu diminuée parce que désormais la galette est à partager en 3 personnes. Avant c'est en 2 personnes, je fais ou je ne fais pas. Mais cette fois-ci je fais et la punition est énorme. Et comme ça limite les choses. Maintenant, ce que je constate par rapport à la religion importée, on te dit Dieu va te punir. Lorsque tu fais, Dieu va te punir. Et donc, ce n'est plus les humains qui vont te punir. Et donc, Dieu va mettre tellement du temps pour te punir. Et aussi, l'autre fois, tu iras à la confession, on te dira, chante un tel nombre de Je vous salue Marie, ou bien un tel nombre de Notre Père qui est dans les cieux. Et là, ça veut dire que cette chose qui est très grave et qui a été commise par toi et le tréfonds de toi, c'est pour dire que c'est corrigé. C'est pour dire que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. C'est pour dire que désormais, tu es considéré comme le saint des saints. Et comme ça, je peux encore tenter une autre fois. Et je crois qu'il faut envoyer un peu la chose vers les leaders de la religion qui vont s'y impliquer. Et il faut forcément dire aux fidèles que cette punition est sans équivoque. Lorsque vous tombez dedans, on vous tape dessus et il n'y a pas de pardon à ce niveau. Je crois que ça va corriger un peu les choses. La femme est dominée, l'enfant a subi du traumatisme. Raoul Satondi, vous l'avez évoqué à travers donc cette croissance psychologique et physiologique de l'enfant que vous avez évoqué tantôt. Alors, lorsque ça se passe comme ça et le père qui est responsable de cette famille, qui est censé donc protéger les uns et les autres, se trouve donc être le bourreau de cette famille, quelle attitude il faut adopter? D'abord, premièrement, dans la plupart des cas, il s'agit de viol. Parce que le père oblige l'enfant à avoir avec lui des rapports sexuels. Et sur les questions de viol, je ne veux pas en parler puisque les dispositions légales sont connues. Le vrai problème, c'est de savoir est-ce que les victimes ou la population est suffisamment sensibilisée à savoir que nous avons les possibilités, qu'il y a des recours pour que nous ne puissions plus être victimes. L'autre conséquence, c'est que ce sont des familles à problème. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris de la crise de la famille. Ce sont des familles à problème. Il y a des familles qui arrivent à être disloquées. Par exemple, des mères ne supportant plus
partent du domicile conjugal, abandonnant leur enfant au bourreau, ou vont avec leur enfant exposés à tout ce qu'il y a. Donc la mère déjà, qui est une femme d'âme fragile, part avec un enfant qui a déjà été violé par insectes, donc se retrouve à prendre à charge cet enfant. Donc il y a une famille qui est totalement disloquée, déchirée. Le problème, c'est que quelqu'un qui a été victime d'une violence évolue et grandit avec les séquelles. Oui, parce qu'il paraît que la plupart de ces persécuteurs sont aussi dans leur enfance, la plupart du temps violés également. Cela est possible. Qu'ils soient dans leur enfance violés, comme cela peut ne pas être possible. Tout à l'heure, j'ai parlé de la circulation du penchant sexuel des individus. Et lorsque les choses ne se passent pas bien, et cela interpelle la responsabilité parentale, lorsque vous n'arrivez pas à bien encadrer vos enfants, à faire le suivi convenable qu'il se doit, il peut arriver que vos enfants aient des séquelles, aient des traumatismes qu'ils transposent dans leur vie d'adulte. Et quand à leur tour, ils constituent une famille, ils adoptent un certain nombre de comportements qui ne sont pas en phase avec les normes requises au sein de la société. Et donc, il faut dire que les conséquences sont nombreuses. D'abord, elle parle de la dislocation de la famille, du traumatisme de tous les acteurs de la famille. Mais il faut aussi relever que c'est une faiblesse de l'homme. Parce que l'individu qui, dans la plupart des cas, oppose systématiquement la violence pour satisfaire un besoin a une certaine fragilité. Ça veut dire que dans les conditions normales, il n'est pas capable ou il n'est pas en mesure de pouvoir s'exprimer ainsi. Et il faut attirer l'attention sur toutes les personnes ou tous les individus qui ont déjà un penchant sexuel orienté vers les enfants d'autrui, qu'ils se mettent dans la tête que ce penchant pourrait être déplacé sur leur propre enfant à partir du moment où ils observent cet enfant en train d'évoluer, en train d'amorcer sa maturation physiologique du point de vue sexuel. Vous attendez, vous devez donc faire peur à beaucoup de parents. Alors dites-nous, monsieur Adoko, voyez-vous la promiscuité dans les familles aujourd'hui en Afrique du fait de la pauvreté? Parce que le docteur Raoul estimait tout à l'heure qu'à un certain âge, on doit pouvoir séparer, par exemple, les douches avec les enfants et les mamans également, pour donc éviter, du moins s'éteindre certaines velléités au niveau de ces garçons qui pourront donc avoir des penchants vis-à-vis de leurs sœurs également. Mais la pauvreté est en Afrique. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment rester dans cette norme qu'il prescrit? Oui, c'est une possibilité pour pouvoir corriger un peu cet état de choses. Mais il faut analyser la situation dans son unité. Lorsqu'on analyse comme ça, on va trouver des approches de solutions. Parce que moi, beaucoup sont venus me consulter par rapport à ça. Et ce n'est pas seulement un père vicieux par rapport à sa fille. Il y a aussi les mères vicieuses qui demandent à leurs garçons d'aller au sexe avec elle. Il y en a tant trop. J'ai consulté une dame, elle m'a rien dit, mais c'est moi qui ai découvert. Lors d'une consultation, j'ai dit, mais vous irez au sexe avec votre père. Elle a commencé par pleurer automatiquement. Elle me dit que à la séparation de sa mère, lorsque sa mère et son père ont connu une séparation, voire un divorce, elle ressemble tellement à sa mère que dans sa chambre, papa vient la nuit. Vous imaginez un peu ça? Ça veut dire qu'on peut ne pas partager la même douche, mais papa peut avoir un autre penchant, poussé par une force qui ne dit pas son nom. Il dit qu'elle ressemble tellement à sa mère, et au départ de sa mère, papa l'a fait remplacer par sa maman. Vous imaginez. Un homme est venu me voir pour dire qu'il a constaté quelque chose. Sa femme était couchée à l'air libre sur la cour, et qu'en venant, comme elle dormait, il a fait un effort de lui charcuter un peu de lui toucher un peu le derrière, et elle tourne la tête pour appeler le nom de son garçon pour dire tel, pas ici. Et il a commencé par examiner, faire ses enquêtes, et pour finir, c'est que de point de vue de façon consentante, la mère va naturellement au sexe avec son garçon. Maintenant, il faut aller voir, il faut aller vers ces deux-là pour dire pour savoir qu'est-ce qui a amené les deux à aller jusqu'à ce niveau du sexe. Pour dire que bien sûr, on peut partager les douches, on peut partager ceci, on peut demander à ce que la fille ait un habillement spécial donné dans la maison, et tout ceci, cela. Mais il faut par la sensibilisation et par la punition, comme dans le bon vieux temps, c'est pas aller loin
pour qu'on arrive à corriger ça. Sinon, je vous le dis, lorsque la société, parce que dans le passé, ces choses ont été constatées, les événements de la vie ont été comme ça. Nous quittons une zone pour une autre zone. Et donc, à un moment donné, la société commence par subir cela, et cela pousse la nature à aller dans la dislocation de son propre être. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on dit Sodome et Gomorrhe dans la Bible, c'est des choses comme ça qui ont arrivé, et la nature a frappé. Je dis la nature a frappé, quelqu'un peut dire Dieu a frappé ou celui a frappé, mais lorsque deux corps de même signe se mettent ensemble, il y a repoussement. Voilà. Docteur Raoul Satondi, vous l'avez déjà plusieurs fois signifié, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus victimes, et l'OMS, pour embaucher votre tempête, a publié un rapport déjà en 2014 où une femme sur 5 et un homme sur 13 dans le monde déclarent qu'il a été violenté sexuellement dans son enfance. Le même rapport dit qu'une victime sur 2 a subi les premières violences sexuelles avant 11 ans. Quand c'est comme ça, le corps de la fille déformé, est-ce que vous pensez que vraiment l'équilibre physiologique et psychologique peut être obtenu plus tard? Non, c'est évident que l'équilibre psychologique n'y est pas. Parce que l'enfant qui est traumatisé, la jeune fille qui est traumatisée ou le jeune garçon qui était obligé à un moment, à cet âge de fragilité, d'avoir des rapports sexuels avec son parent, est perturbé. Et toutes les fois dans la relation avec autrui, parce que l'amalgame qu'il ne faut pas faire, la relation intime, c'est celle qui est en amont de la relation sociale, et la relation de déviance sociale, c'est celle qui est en aval, celle qui est au-delà. Et donc, tout se joue au niveau donc, de la relation intime. Dans la relation intime, et la relation intime est élargie à plusieurs personnes. Il y a donc une certaine distance dans la relation intime. Et cette distance, quand elle n'est pas observée en fonction du statut de l'individu. Quand vous prenez un individu en relation intime, deux amis qui sont en relation intime, vous allez chez votre ami, vous pouvez aller dans sa chambre à coucher et dire des choses et tout, alors qu'un visiteur n'a pas le droit d'y aller, n'a pas le droit de faire un certain nombre de choses avec l'ami intime. Les frères et sœurs ont des relations intimes, ils se font des accolades et tout ça, en bonne ambiance de fraternité, mais n'ont pas le droit, par exemple, d'aller au niveau des rapports sexuels ou un certain nombre d'attouchements et autres. Et donc, quand cela est perçu, au moment de l'éducation, au cours de l'éducation de l'enfant, il faut pouvoir attirer. Parce que l'éducation est communication. L'éducation est sensibilisation. Et c'est en parlant et en sensibilisant que l'enfant acquiert donc que telle ou telle chose sont proscrites par la société. Et donc, les conséquences pour l'enfant sont naturellement traumatisantes. Quand vous prenez un enfant de 11 ans qui, de tout point de vue, n'a aucune maturité du point de vue psychologique, du point de vue physiologique par rapport à la sexualité. Donc d'abord, elle subit d'abord un viol qui est traumatisant. Plus tard, dans sa relation avec autrui, avec un homme ou avec... Donc on observe beaucoup de cas, par exemple, de frigidité, où que la femme est mariée, mais elle a des problèmes au moment d'avoir des rapports sexuels avec son époux, à cause de la reviviscence, à cause du rappel de ces événements traumatisants. Ce qui, du coup, pose un problème à sa relation de couple. L'homme qui est en couple avec elle ne comprend pas cela, peut lui aussi s'adonner à des actes de sexualité extra-conjugale qui pourraient, n'est-ce pas, contribuer à l'éclatement de cette famille, engendrer d'autres problèmes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a déjà des problèmes de santé qui se créent. Parce qu'on ne connaît pas. Pour ne pas violer de secret professionnel, il y a des cas où les parents qui sont atteints, par exemple, de VIH, infectent leur fille. Infectent leur fille en ayant avec cette fille des rapports sexuels non voulus et non protégés. Et ces enfants doivent désormais porter le fardeau d'être victimes, d'être désormais une personne vivante avec le VIH. Sans oublier tous les autres problèmes d'ordre gynécologique que les spécialistes, les médecins pourront attirer l'attention là-dessus. Donc les conséquences ne sont pas que psychologiques. Les conséquences sont psychologiques, sont sociales et également sont physiques. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Adoko, des gens qui viennent vous consulter à propos, mais quand vous les voyez, un enfant violenté déjà à 11 ans, qui est psychologiquement perturbé, comme le docteur Raoul Satondi vient donc de l'expliquer. Quand vous les voyez dans la société, leur comportement, vous les trouvez vraiment normal? Non, les comportements ne sont pas, c'est pas comme on doit voir par rapport à un enfant normal. Le problème, c'est que c'est des enfants qui veulent souvent se confier, qui veulent parler de ça à quelqu'un qui est capable de garder le secret. Quelqu'un capable de garder le secret et les orienter
quelqu'un qui peut leur dire les conséquences liées à ça, qu'est-ce qui attend un enfant victime de cela, ils veulent se confier. Vous imaginez une fille qui est venue me voir pour me dire que son père, c'est son père qui sait pas, qui doit, comment on le dit, amener sa fille à connaître le rapport sexuel pour la première fois. Donc, il a fait ça avec toutes ses filles, et c'est son tour, et puisqu'elle n'a pas accepté, son père, c'est pas la grande, veut tout faire pour l'amener à accepter la chose. Et quand une fille comme ça te rend visite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est moi-même qui l'ai aidé à se prendre en charge. Parce que, vous voyez, le père est censé être le modèle de la fille. Mais voilà que c'est ce père qui court derrière la fille pour quelque chose comme ça et va jusqu'à dire, si tu ne couches pas avec moi, tu ne pourras pas avoir des enfants dans ta vie. Vous imaginez ça? Le père dit à sa fille, tu dois coucher avec moi, sinon, même hors de moi, avec un homme, tu ne pourras jamais faire des enfants. Et il arrive même que cela se manifeste, la fille n'arrive pas à trouver d'enfants et va jusqu'à retourner vers son père pour s'étendre comme ça, avant que cette dernière ne trouve d'enfant. Et donc, tout ce qui est autour de ce phénomène est suffisamment grand et il faudrait véritablement réfléchir en tant que tête pensante pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, les cas de désespoir sont énormes, sont beaucoup trop dans la société et il revient à vous de pouvoir participer à cette éducation. Participer à cette éducation, c'est organiser ces genres de discussions et en recevoir donc les spécialistes autour. Vous avez remarqué sur ce plateau, 2 hommes, c'est vrai que c'est un grand sujet. On évoque aujourd'hui l'aspect social et psychologique de la question. On reviendra sur l'aspect peut-être pénal, pourquoi pas. Mais les femmes devraient normalement être également sur ce plateau. Nous en avons approché beaucoup. Ça reste un tabou, on ne veut pas en parler, peut-être pour s'attirer la foudre, mais toujours est-il que les conséquences sur la santé sont lourdes. Les victimes d'inceste ont environ 20 ans d'espérance de vie. À moins, docteur Raoul Satondi, ça fait craindre, non? Oui, tout à fait. Vous savez, le problème psychologique vous envahit de telle sorte que vous ne prenez plus goût à la vie. Donc, il y a des possibilités qu'il y ait des cas de suicide dans ce genre de situation. Et surtout que les victimes ont subi beaucoup la mise en action d'un processus de traumatisme. Tout à l'heure, quand le sociologue parlait, il dit par exemple que c'est un père qui a mis en place pour lui un rituel où c'est lui qui doit. Et avant d'atteindre cela, il a un mécanisme. Il va vous priver de ressources. Vous serez harcelé d'une certaine manière par des injures, par des invectives, partout, pour contraindre la victime. Donc, il y a un processus savamment conçu qui est mis en place pour traumatiser l'enfant avant de passer à cet acte-là. Ce qui, ma foi, est méchant. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'abord de savoir que il faut d'abord un mécanisme premier de prévention. En parler aux gens. Le premier mécanisme de prévention, c'est que tous les enfants doivent savoir qu'il n'y a pas d'hypothèque. Il n'y a pas d'hypothèque sur leur vie à venir si le parent confère une malédiction dans l'injustice. Parce que la menace, c'est ça. Je suis ton père, je suis ta mère. Si tu ne dis pas, si tu ne fais pas ci, je vais proférer contre toi une malédiction qui va agir dans ta vie. Il n'y a pas d'hypothèque sur la vie d'un individu parce que votre père a fait ci ou ça ou a commis des actes d'injustice. Et donc, si vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une situation injuste, vous pouvez vous rapprocher des autorités compétentes et des personnes et dénoncer que je suis menacé, je suis victime de ci ou ça. Mais le vrai problème, c'est que est-ce que nous avons un système aujourd'hui capable d'accompagner les enfants? D'abord, nous vivons dans un environnement de précarité où vous êtes en milieu scolaire. Quand on prend l'âge moyen des victimes qui a 11 ans. Quelqu'un qui a 11 ans, c'est à peine on finit le cours primaire et que nous sommes en classe de 6e, voire 5e. Donc un enfant de cet âge qui a besoin de tout, qui dénonce un parent et qui se trouve abandonné de tous. Parce qu'il y a une forme de répression que la famille fait à votre endroit parce que vous avez dévoilé un secret de famille, vous avez jeté l'opprobre sur la famille et tout le monde prend position contre vous.
Et c'est dans cette douleur-là, c'est cette douleur qui augmente davantage la souffrance psychologique des victimes. Vous êtes isolés, vous êtes esselés, sans soutien, et même notre système social, par exemple, notre système d'accompagnement social, je ne crois pas qu'elle ait les moyens ou qu'elle soit en mesure de pouvoir accompagner un enfant dans ce cas de figure. Mais est-ce que vous, en tant que cliniciens, vous recevez des parents ou des victimes? Bien entendu, des parents. On a reçu par exemple des parents qui, eux, ont commencé par développer un penchant pour leur propre enfant. Et qui se sont fait accompagner. Et qui, par chance, se sont rappelés de la censure qu'on peut avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes, mais pas avec ses propres enfants. Mais le désir était tellement grand qu'ils ont cherché à se référer à un psychologue et on a travaillé. Ils ont mis en place des dispositions à la maison et tout ça. Et ils ont pu réguler la situation. Comme on a eu des cas où c'est l'enfant qui, malheureusement, va pour une consultation médicale, se rend compte que le médecin demande de faire des analyses. Le médecin se rend compte que, tiens, et la jeune fille est porteuse du VIH-Sida. Et donc, pour pouvoir le lui annoncer ou pour pouvoir l'accompagner, a dû recourir à nos services pour que nous arrivions à encadrer l'enfant. Et le constat, c'est que c'est le père qui est à la base. Et les enquêtes menées, c'est que le père a fugué. Il a fui carrément. Et donc, il faut aussi attirer l'attention sur les familles où les enfants vivent seuls avec le père ou la mère, les familles monoparentales. Parce qu'il faut savoir aussi que les questions de sexe ou les questions de sexualité sont aussi un besoin physiologique. Et donc, quand vous prenez une mère monoparentale qui a un petit garçon qui a passé l'âge de 15, 16, 18 ans, qui physiquement, les caractères sexuels primaires et secondaires, tout est installé, et qui, elle, est là, n'a pas pu reconstituer sa vie parce qu'elle est dans une situation de monoparentalité où le père est peut-être décédé ou le père a abandonné. En tout cas, ce genre de relations peuvent naître à partir d'une manipulation aussi de la personne. Parce qu'on peut manipuler l'enfant en lui expliquant que, tiens, non, ça se fait, c'est des pratiques et tout ça. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous avez évoqué les réseaux sociaux. Moi, j'ai lu un article où dans un pays, je ne vais pas dire le nom pour que les gens, dans un pays où ils sont tentés de vouloir voter une loi où on peut épouser son propre enfant. Donc, avec de telles informations, on peut manipuler notre victime qui, d'un point de vue psychologique, ne maîtrise pas tout. En termes de savoir et de connaissance, ne maîtrise pas tout. Quand une mère explique à son enfant, ce n'est rien du tout, c'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi qui t'ai demandé de le faire, je ne peux rien faire contre toi, tu as toute ma bénédiction, tu vas faire... Elle le conditionne d'une certaine manière et elle l'entretient conséquemment pour que ce dernier passe à l'acte. Donc, il est important d'attirer l'attention sur les signes. Quand un parent prend un plaisir à commencer à dire à sa fille, ah, jeune fille, tu commences tes seins là, c'est devenu citron, c'est devenu ceci et cela, ce ne sont pas un bon discours. Ce ne sont pas un bon discours. Il pourrait, n'est-ce pas, permettre à son épouse de dire à sa fille que, tiens, ma fille, actuellement, tu commences ta maturation sexuelle et tout ça et tout, tu devrais pouvoir faire attention pour ne pas être exposé à un certain nombre de choses. Mais cela dit, il y a des spécialistes qui peuvent accompagner d'abord les victimes pour rétablir leur équilibre psychologique, leur équilibre physique. Je pense que dans un premier temps, il est bon pour les victimes d'abord de s'orienter vers ces spécialistes-là qui sont à l'écoute. Les psychologues sont à l'écoute, ils sont nombreux aujourd'hui au Bénin. Les psychiatres sont également à l'écoute, ils sont nombreux. Il y a des assistants sociaux qui sont à l'écoute. Il y a également des juristes qui peuvent vous écouter et vous conseiller pour votre orientation en termes de prise en charge. Alors, avant de revenir donc aux autres aspects de la question, l'amnésie et autres, par exemple, je propose, vous n'allez pas nier ça sur ce plateau, il y a des rituels également au niveau de la tradition qui poussent les hommes, aussi bien, il y a une information qui circule là sur la toile depuis quelques jours, une fillette de 3 ans qui a été violée en Côte d'Ivoire et qui a succombé donc à ses blessures, donc qui pousse les parents à même s'attaquer à leur propre fille. Tout existe. On ne peut pas aller contre ou bien nier que de tels rituels n'existent pas. Mais le problème, c'est que tout chemin mène à Rome.
lorsque vous pouvez faire le même rituel ou vous pouvez faire d'autres rituels pour le même but, je crois que ce serait plus intéressant d'aller vers les rituels en observant tout. Lorsqu'on a le problème complet dans l'assiette, on a la possibilité d'identifier les solutions viables. Mais lorsque vous allez vers des solutions qui peuvent encore créer des tares pour la société, qui peuvent peut-être coûter la vie à une fille, à une fillette, ou bien menacer votre vie aussi plus tard, parce que vous voulez ou vous ne voulez pas, les conséquences de la nature aussi sont énormes. Vous faites des choses, c'est comme si vous avez semé des graines, et vous devez attendre que ces graines poussent. Et ça pousse d'abord pour vous, avant de pousser pour votre milieu de vie. L'essentiel, c'est que c'est pour un but donné qu'on va vers un rituel. Et je crois qu'on peut avoir le même but par d'autres types de rituels pour ne pas peut-être enfreindre à certaines lois de la nature. 36% des victimes ont une amnésie totale du viol pendant 15 ans. Docteur Raoul, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, ça impacte les couples à la fin. Oui, tout à fait. Ça impacte les couples à la fin. Vous savez que l'évolution sexuelle de l'homme fait que l'homme et la femme en couple n'ont pas peut-être le même niveau de connaissance ou le même niveau de pratique en matière de sexualité. Et donc, quand vous n'avez même pas été victime, c'est déjà difficile pour l'un, pour l'autre, d'aller au rythme et à la vitesse de l'autre. C'est progressivement qu'on arrive à être en phase pour pouvoir évoluer. Mais quelqu'un qui a été victime, ça devient plus compliqué parce qu'il y a des cas de refus total d'avoir des rapports sexuels. Il y a des cas où les rapports sexuels sont douloureux, ce qui est lié donc au traumatisme que la personne a vécu. Et il y a des cas où les relations sexuelles n'ont aucun goût, n'ont aucun plaisir, n'ont aucun sens pour les individus qui sont engagés dans ce type de relation. Ce qui, inévitablement, pose un problème au sein du couple. Parce que l'individu, soit la femme, qui n'est pas capable d'avouer, parce que c'est une honte d'avouer que j'ai été victime, par exemple, de viol à mon enfance par mon père. Et justement, cela m'amène à vous demander pourquoi. Parce que le rapport même ici de l'OMS estime que 82% des victimes déclarent avoir mal vécu le dépôt de plainte. Pourquoi ? Oui, le dépôt, c'est compliqué de déposer une plainte. C'est compliqué de déposer une plainte dans un contexte donné. Parce qu'il y a le contrôle social. Il y a le contrôle social qui veille à ce que ce qui ne devait pas être fait ne soit pas fait. Par exemple, nous sommes tous venus ce matin, chacun habillé et tout. Personne ne nous a fait le reproche. Si nous nous présentions sur ce plateau à Ayon, quelqu'un dirait, ben tiens, c'est monsieur, quel est le problème? C'est le contrôle social. Ils sont en droit de le dire. Et donc, du coup, quand vous allez dénoncer votre mère ou votre père, ou même votre frère, ou votre frère, on va venir sur la problématique des rapports au niveau de la fratrie. Votre père, vous allez le dénoncer peut-être à la police. D'abord, dans notre contexte, le premier peut-être même à vous faire des reproches, c'est l'officier de police. Que vous venez de vous poser une plainte contre votre propre père. Et ça, c'est déjà difficile. Et il y a qu'au niveau familial, au niveau des proches, personne ne vous soutiendra dans cette lancée. Et de nombreuses familles aujourd'hui ont ce secret de famille, des enfants nés de la relation entre un père et sa fille, des enfants nés de la relation entre une mère et son fils, des enfants nés de la relation entre un frère et une sœur, à qui on attribue un père qui est décédé ou truc. Et donc, ça reste un secret de famille jalousement gardé qui est transmis de génération en génération. Mais souvent aussi, dans ces cas de figure, nous en avons rencontré dans la pratique qu'il y a des crises identitaires. Parce que les enfants, in fine, rencontrent des difficultés de vie, des perturbations d'ordre psychologique qui les ramènent à la remise en cause de tout ce qui se passe. Parce que quand vous dites à un enfant que son père est défunt et il demande, mais moi je vais aller voir la tombe de mon père, par exemple, ou mon père n'a-t-il pas de frère, où sont mes oncles? Parce qu'à un moment donné, l'enfant revendique sa propre identité. Et donc, cela pose un problème au niveau de l'enfant qui aboutit à des maladies d'ordre psychologique, des maladies graves, des perturbations, des maladies chroniques d'ordre psychologique chez les enfants et chez les victimes.
Donc c'est une situation vraiment difficile, vraiment complexe, et qu'il faut beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation pour que les gens se rendent compte de la gravité de cette pratique. Alors, M. Adorov, vous êtes aussi au niveau de la société, vous écoutez beaucoup les gens. Est-ce que c'est facile d'aller porter plainte? Non, nous n'avons pas encore atteint ce niveau de conscience dans notre culture. La preuve, il n'y a pas de statistiques aujourd'hui rendues publiques. Sur l'Afrique, vous cherchez, vous ne trouvez pas des cas de dénonciation chiffrés où vous pouvez aller chercher donc le nombre pour en faire une pareille émission, comme c'est le cas par exemple en France. Oui, raison pour laquelle nous devons constater qu'il y a des secrets de famille, comme le disait mon frère, et ces secrets de famille sont suffisamment gardés, sont suffisamment protégés. L'essentiel, c'est pousser désormais les familles à sévir, comme dans le bon vieux temps. Lorsqu'on arrive à ça. Vous savez, avant même, il y a toutes les couches de vaudou, c'est-à-dire les dimensions, les couvents de vaudou qui sortent avec les adeptes, avec les feuilles dans la main, et on chante. On appelle même le nom de la personne. On chante, on danse, même si le plus grand rituel se faisait dans un marché, il y a partout dans la ville, on rencontre des adeptes de vaudou, habillés même en transe, et qui demandent que cet état de choses, cette chose n'est pas bien, et il ne faudrait pas aller vers. Et je crois que l'homme est un animal qui apprend par répétition. Et lorsque l'homme, chaque fois, même poussé par cette pulsion, rencontre ces rituels dans la vie, rencontre des personnes en train d'aller vers ces rites, à un moment donné, ça se corrige en lui. Parce que tout est comme une énergie qui circule en nous. Et lorsque vous commencez par mettre de l'ordre dans ces énergies-là, cela purifie même l'homme que nous sommes. Et parfois, vous voyez votre propre fille, entre-temps, vous êtes poussé à aller vers elle, mais à un moment donné, vous la regardez et ça ne vous dit rien. C'est comme si une force vous a poussé entre-temps à aller vers votre propre femme, mais subitement, vous commencez par avoir des dégoûts. Alors, on peut pousser les gens aujourd'hui à avoir de dégoût pour leurs femmes, à avoir de dégoût pour leur mère, et cela va suffisamment relancer la nature dans laquelle nous sommes. L'essentiel pour nous, c'est qu'aujourd'hui, la famille n'aime pas... vous savez, quand vous avez un problème aujourd'hui dans la famille, vous allez au tribunal avec ce problème-là. C'est toute la famille pratiquement qui vous suit. Pour dire que ça devient notre problème. Ce n'est pas ton problème, c'est un problème collectif, c'est un problème d'ensemble. Et imaginez cette famille qui vit une situation comme ça, où un enfant va maintenant porter plainte contre son père. Vous voyez, la famille aussi va se souder contre la fille ou contre le garçon. Vous savez, ce n'est pas encore facile à notre niveau. Il faut un travail de maître pour corriger un peu les choses. Dr Raoul Satoldi, vous avez tout à l'heure évoqué les assistants sociaux, les psychologues, les cliniciens, les médecins, même les juristes qui sont à l'écoute de ces enfants-là. Est-ce que vous leur donnez une garantie aujourd'hui que même au-delà des regards de la famille, les surchauffes culturelles, si possible, qui peuvent influencer plus tard leur vie, leur destinée est toute dans la main de Dieu? Malheureusement, on ne peut pas garantir cela. On ne peut pas garantir cela parce que... Donc on doit garder toujours le silence autour de ce tabou-là? Pas qu'il faut garder le silence. Nous encourageons que les victimes verbalisent davantage et les psychologues garantissent l'accompagnement psychologique pour le plein équilibre, pour que la personne qui a été victime puisse véritablement se retrouver au sein de la société et vivre normalement. J'espère que le sociologue qui est un peu impliqué dans les questions d'ordre traditionnel va sensibiliser sur les questions liées à des formes de rituels, parce qu'il est courant dans notre contexte de dire à des gens que si vous voulez faire fortune et sur la base de telle ou telle chose, vous devez tenir un rapport sexuel avec votre enfant ou avec votre mère ou avec un enfant qui n'a jamais eu de rapport sexuel, cela vous garantira la prospérité. Il n'y a aucune prospérité qui est garantie mystiquement sans que vous-même au niveau de votre comportement, vous ne puissiez avoir des actions positives. Vous ne puissiez avoir des actions positives qui vous orientent vers. Parce que la nature elle-même et toutes les forces, en tout cas positives que je connais, et peut-être même négatives, ne fonctionnent pas ainsi. Ne fonctionnent pas ainsi. Je suivais un cours sur la sorcellerie pendant mon cursus de formation. Quand nous posions la question à l'INSEA, il dit, écoute, même le sorcier agit en fonction des ressentiments. Donc, un sorcier ne viendrait pas vous attaquer
parce qu'il faut vous attaquer. C'est parce que vous avez commis une faute, vous lui avez commis un ressentiment. Et c'est cela qu'il se fonde. Cette faute peut ne pas être grave. En tout cas, il faut qu'il se base d'abord sur quelque chose avant n'est-ce pas, d'agir. Donc, il faut dire aux gens que les rituels, en violant les enfants ou en ayant des rapports sexuels qui ne sont pas acceptés avec leurs enfants et autres, ne sont pas de bonnes choses. En 30 secondes, docteur, monsieur Moussa Doro, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous allons en tant que père vers nos filles pour des actes contre nature, c'est la nature même que nous dégradons, c'est la nature qui est profanée. Vous savez, la nature aussi a sa dimension sacrée et c'est l'une des dimensions les plus sacrées de la nature. Ne pas aller vers sa propre fille, ne pas aller vers sa mère. Il est même interdit dans le fait de regarder la nudité de son père. Une fille ne doit pas regarder la nudité de son père et un garçon ne doit pas regarder la nudité de sa mère. Et donc, comment peut-on aller jusqu'au sexe lorsque c'est déjà interdit juste le regard vers la nudité? Donc, il faut comprendre que c'est tellement grave et que lorsque nous détruisons la nature dans laquelle nous sommes, c'est notre propre vie qui est détruite. Et ça commence par les vrais auteurs avant de rejaillir sur la société. Voilà, donc c'est un pan de cette émission qui est ainsi ouverte sur ce tabou de la société, parler donc du sexe à l'enfant à l'âge requis et de façon à l'amener à mener une vie saine et en harmonie avec la société et sa croissance physiologique et psychologique à chacun à tous. Merci donc pour vos contributions, Dr Raoul Satondi, psychoclinicien. Merci à vous également, Bobo Sadoro. Vous êtes psychologue, sociologue et en même temps spiritualiste. Ce débat reste à votre portée pour vos contributions afin de parfaire donc ce qui a été fait et amener la société à vivre en harmonie. À très bientôt sur SICA.